En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. En 2 semaines, ils sont devenus incontournables. Les Gilets jaunes remettent le couvert samedi à Paris et dans toute la France. Face à l'ampleur du mouvement, le paysage politique est bousculé et les lignes semblent bouger timidement. Alors que le sommet international du groupe des 20 s'est ouvert ce vendredi, les relations interétatiques prennent un virage inédit avec l'arrivée de personnalités comme Donald Trump et l'apparition de nombreux clivages. Quelques jours après l'annonce de la création de bébés génétiquement modifiés, le monde scientifique crie au scandale. Entre indignation et colère, les réactions sont unanimes, faisant craindre une véritable dérive bioéthique. Madame, Monsieur, bonsoir. Encore un samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes. Une semaine après le grand raout du 24 novembre, le mouvement de contestation doit se prolonger à Paris et partout en France samedi, avec toujours le risque de débordement, mais surtout d'essoufflement de la mobilisation. Le petit monde politique semble, de son côté, vaciller légèrement. Un mouvement qui dure mais qui devra se poursuivre et se clarifier pour peser. Venu d'un peu nulle part, il y a 15 jours, à la faveur des réseaux sociaux, les Gilets jaunes sont devenus en l'espace de quelques jours la bête noire du gouvernement. Alors que l'opposition politique est largement muselée, déboussolée côté droite parlementaire, très minoritaire à l'Assemblée concernant le Rassemblement national, ou carrément en voie d'extinction à considérer le Parti socialiste. La grogne est donc venue d'en bas, un scénario que n'avait probablement pas prévu l'exécutif. Comme évoqué dans nos éditions précédentes, les partis politiques tentent de tirer les marrons du feu avec des réussites inégales. Mais côté politique, la dernière saillie en date n'est pas venue de l'opposition, mais de l'ancien locataire de l'Élysée, François Hollande, un ex qui n'hésite pas à donner la leçon à son successeur. Les Français, je pense qu'il ne faut pas leur faire la leçon. Il faut bien montrer qu'on connaît leur vie. Et c'est peut-être ainsi qu'on arrive à se faire comprendre. Une petite sortie qui fait grincer des dents Emmanuel Macron, d'autant que l'ancien président socialiste incite les Gilets jaunes à poursuivre le mouvement. Une petite vengeance qui sent bon la frustration et à laquelle Emmanuel Macron a répondu en dénonçant le cynisme de son ancien président, un qualificatif qui ne manque pas de piquant de la part de l'ancien ministre renégat. C'est depuis Buenos Aires, en Argentine, qu'Emmanuel Macron a répondu à son successeur et surtout qu'il a annoncé qu'il maintiendrait le cap. La souffrance d'une partie du peuple français qui veut plus vite vivre mieux. Et c'est ce que je lui dois. Et c'est pourquoi nous poursuivrons, nous maintiendrons avec force. Et nous irons plus loin et plus fort pour pouvoir permettre au peuple français de vivre mieux le plus rapidement possible. Une nouvelle annonce depuis l'étranger qui ne devrait pas calmer les manifestants, largement soutenus par la population. Un soutien large, mais pas sans faille, puisqu'un nouveau code couleur vient apporter un peu de contradiction aux Gilets jaunes, les foulards rouges des individus, visiblement heureux de payer des impôts, et qui disent vouloir faire respecter l'état de droit, dénonçant les méthodes prétendument anarchistes des Gilets jaunes. Un épisode accentuant un peu plus les paradoxes dans l'imaginaire des révoltes contemporaines, le jaune étant attaché historiquement au syndicalisme non gréviste, alors que le foulard rouge s'attache plus à une tradition révolutionnaire. La confusion des images, mais aussi la confusion politique. Côté En Marche, de nombreux députés semblent inquiets pour leurs électeurs ou pour leur siège. Le député de l'Hérault, Patrick Vignal, transfuge socialiste, a ainsi demandé à l'exécutif de faire une pause sur la hausse des carburants et du gaz en janvier. Un mécontentement qui serait partagé par de plus en plus de députés, notamment anciens socialistes, forcés d'entendre la colère montant de leur circonscription. La colère, justement, le député LREM de l'Eure, Claire Aupetit, en a fait les frais, puisque sa permanence a été légèrement endommagée jeudi. À peine quelques coups de masque, le député n'a pas hésité à qualifier d'actes terribles de violence dans notre démocratie. Intervenue sur les plateaux de télé, celle-ci avait eu des mots très durs contre les Gilets jaunes.
Certains se sont probablement souvenus de sa suffisance lors du débat sur la baisse des aides au logement. N'allez arrêter. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 €, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ? Toujours en circonscription, c'est François Bayrou, allié de la première heure du gouvernement, qui a vu des Gilets jaunes s'introduire dans son conseil d'agglomération à Pau. Avertissement sans frais. De l'agitation en région et une manifestation à Paris qui sera observée de très près. Après les quelques débordements de la semaine passée, la préfecture de police a préparé les Champs-Élysées à une mobilisation importante. Des points de filtrage devraient permettre la fouille des manifestants et des effectifs massifs de police ont été mobilisés. Grande inconnue, l'ampleur de la manifestation parisienne. Difficile de savoir si les Gilets jaunes ont été échaudés par les affrontements de la semaine dernière ou si, au contraire, ceux-ci ont renforcé leur détermination. De nombreux blocages et des actions sont en tout cas prévus un peu partout en France. À Paris, la mobilisation de l'extrême gauche devrait être importante avec la présence de Jean-Luc Mélenchon, une présence du leader insoumis qui pourrait s'avérer problématique face à une base de contestataires qui rejette le personnel politique, mais aussi face à des organisations de type Black Bloc qui ne lui feront d'ailleurs pas de cadeaux, comme cela a déjà été le cas par le passé. Ces groupuscules plus ou moins informels devraient d'ailleurs largement participer à la casse des magasins et du mobilier urbain, une aubaine pour le gouvernement. Encore une fois, il est très difficile de pronostiquer sur le nombre de manifestants ni sur la forme que prendra la mobilisation. Difficile également de voir quel pourra être l'aboutissement du mouvement. Entre les tentatives de récupération politique et les revendications disparates, le message demeure assez flou. En témoigne le groupe de porte-parole invité à Matignon pour échanger avec le Premier ministre, dont la légitimité peut être parfois remise en cause. Un G20 sous tension. Vendredi s'est ouvert à Buenos Aires le groupe des 20, une petite sauterie des grandes puissances. Et pour cette édition, les désaccords et les fortes personnalités présentes devraient limiter le dialogue. इस समिट में जिन मुद्दों पर बात होगी जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, आर्थिक भगोड़े अपराधी, उनसे सिर्फ भारत या अर्जेंटीना का ही नहीं, सारे विश्व का हित जुड़ा है। Un démarrage tout en douceur qui ne trompe personne. Pour ouvrir le sommet du G20, le Premier ministre indien a pris part à une séance de yoga intitulée « Yoga for Peace », comprendre yoga pour la paix. L'occasion de réciter un discours assez consensuel. Un début de sommet qui a tout du calme avant la tempête, tant le paysage international est éparpillé. Pour cette édition, c'est l'Argentine qui accueille le G20 dans sa capitale Buenos Aires. Vendredi et samedi, les 20 États participants auront l'occasion d'échanger dans un contexte international tendu. Si l'opposition sino-américaine du fait de leurs différends commerciaux devrait être la plus forte, d'autres pays sont aussi en délicatesse les uns par rapport aux autres. À commencer par la France, face aux États-Unis, avec Emmanuel Macron, fraîchement moqué pour son manque de popularité par le président américain. La France toujours, face à la Russie, cette fois-ci concernant la crise ukrainienne, tout comme l'Allemagne. La France enfin, avec ses autres partenaires européens face au Royaume-Uni et son Brexit, mais aussi l'Allemagne et toujours la France face à l'Italie et son budget par accord avec les critères bruxellois. Mais l'Europe n'est pas la seule région à avoir autant d'animosité en son sein. Les États-Unis, en plus de la Chine, connaissent de nombreux désaccords avec le Mexique du fait de la crise migratoire, mais aussi avec la Turquie d'Erdogan, sa gestion du dossier syrien et la question de l'opposant Fethullah Gülen, réfugié aux États-Unis. Les États-Unis toujours, avec l'Allemagne que Donald Trump dénigre à cause du déficit commercial qu'il cause à Washington. Décidément très hostile, le président américain n'entretient pas non plus de bonnes relations avec la Britannique Theresa May, qu'il accuse d'avoir cédé face à Bruxelles et abandonné l'idée d'un hard Brexit. Et enfin, évidemment, le différend avec la Russie sur la crise ukrainienne toujours et le dossier syrien également. Le voisin canadien n'est pas épargné par Washington et Trump a qualifié son homologue Trudeau d'individu très malhonnête et faible suite à des désaccords sur les droits de douane. La Russie n'est pas non plus en reste en matière d'ennemis avec la France et les pays de l'UE, les États-Unis mais aussi la Grande-Bretagne suite notamment à l'affaire Skripal. En Asie, les oppositions sont également vives entre la Corée du Sud et le Japon, la Corée demandant des réparations pour les torts de son voisin lors du conflit du milieu du siècle passé, opposition toujours historique et récemment ravivée entre le Japon
et la Chine pour des raisons territoriales. Au Proche-Orient, l'Arabie Saoudite est en crise depuis l'affaire Khashoggi et donc forcément en délicatesse avec la Turquie, mais aussi avec la France et le Canada pour des raisons de droits de l'homme notamment. Vous l'aurez compris, tout ce petit monde ne semble pas vraiment fait pour s'entendre. La présence de personnalités hautes en couleur comme Donald Trump ou Mohamed Ben Salman et de figures fortes comme le président Erdogan pour la Turquie ou Vladimir Poutine pour la Russie, mais aussi d'autres acteurs plus politiquement corrects comme Emmanuel Macron et Justin Trudeau, ne laissent pas augurer des pourparlers très constructifs. Si l'élection de Donald Trump semble avoir rebattu les cartes du jeu international, le réveil de certaines nations, la crise financière économique, énergétique et les instabilités liées aux migrations, à la démographie ou encore au terrorisme ont largement participé d'un grand désordre. Un désordre parti pour durer et qui pourrait laisser la place à de nouvelles formes de résolution de conflits, alors que la fin du monde multipolaire est toujours attendue et que la domination américaine demeure la règle des relations internationales. Ce sommet, qui vise à plus de dialogue et au développement de la concertation internationale, devrait une nouvelle fois montrer ses limites. Les principaux sujets d'échange prévus étant le climat et le commerce, domaines dans lesquels Donald Trump ne lâchera rien. Ce sommet n'aboutira très probablement à rien. La boîte de Pandore est ouverte quelques jours après l'annonce de la création de bébés génétiquement modifiés en Chine. La stupeur et la colère sont de mise dans le milieu scientifique. Une première mondiale devenue le symbole d'une dérive éthique. Thibaut Bastide. Choquant, irresponsable, effrayant, les qualificatifs ne manquent pas autour de la création de 2 bébés génétiquement modifiés en Chine. Le 26 novembre dernier, dans une vidéo diffusée sur Internet, un scientifique chinois, Yang Kui, a annoncé avoir donné naissance à 2 jumelles, Lulu et Nana, qui seraient les premiers bébés génétiquement modifiés. Selon ses propres déclarations, le docteur aurait recruté 8 couples de parents potentiels dont le père était infecté par le VIH, mais pas la mère, afin de modifier l'ADN des embryons pour les rendre résistants au virus du sida. Une première mondiale aux allures d'annonce fracassante. En effet, cette affirmation n'a laissé personne indifférent dans les milieux scientifiques, beaucoup dénonçant l'absence de vérification indépendante ou le fait d'avoir exposé des embryons sains à des modifications génétiques. D'ailleurs, même le président du comité consultatif national d'éthique, le très relativiste Jean-François Delfrécy, a vivement réagi, déclarant qu'une ligne rouge avait été dépassée alors que le niveau bioéthique est au point 0 en Chine. Au-delà de l'aspect purement scientifique discutable et d'ailleurs illégal en France, tout comme dans bon nombre de pays signataires de la Convention d'Oviedo de 1997, qui prévoit que l'intérêt de l'être humain prévaut sur l'intérêt de la science, cette expérimentation pose d'énormes interrogations sur la nature de la vie humaine. En effet, à ce rythme-là, les parents pourraient consciemment choisir les caractéristiques de leurs enfants avant même leur naissance, abondant ainsi dans le sens de l'eugénisme, comme nous le confirme le président de la Fondation Le Jeune, Jean-Marie Leméné. Évidemment, sur le fond, c'est très dangereux de fabriquer des embryons qui seront génétiquement modifiés et qui eux-mêmes, dans leur descendance à venir, transmettront des caractéristiques génétiques modifiées. Donc en fait, il y a une grande incertitude. Ça s'est jamais fait. Ce qui est dangereux, c'est de travailler sur l'embryon pour 2 raisons. D'abord parce qu'on fait l'embryon humain un matériau, et que si jamais ça rate sur cet embryon-là, on le fait sur son jumeau ou sur la série d'embryons qu'on a fécondés avec les ovules de la même femme, et que ça, c'est pas respectueux de l'être humain embryonnaire. L'embryon est un être humain, il n'a pas à servir d'animal de laboratoire. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, travailler sur la lignée génétique, c'est-à-dire sur les cellules qui vont se reproduire après ça, qui vont avoir une influence sur la descendance, là, on est dans quelque chose de vertigineux parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Or, on n'a pas le droit de faire ça. Ça ne se fait pas. Face à l'indignation et au tollé suscité par cette expérimentation, le scientifique chinois a défendu ses essais et affiché sa fierté lors du 2e sommet international sur l'édition du génome à Hong Kong. I feel proudest because Mark thought he lost the hope for the life. If it's my baby may have the same situation, I would try it first. Sa fierté ne l'a pas empêché de faire marche arrière. Le scientifique chinois a présenté ses excuses et annoncé suspendre ses essais. Malgré cela, la boîte de Pandore semble ouverte alors que la Chine cherche à devenir un leader de la recherche génétique et du clonage. Et les zones grises de la législation locale ont ouvert la voie à des expérimentations, parfois controversées. Le whisky français à la côte, souvent associé à l'Écosse, l'Irlande ou le Japon, cet alcool fait
peu à peu son trou en France. Si la production hexagonale reste confidentielle, le nombre de distilleries ne cesse de bondir. Dégustation au tonneau pour Éric Cordel. Non, j'aime bien. Hein. Dans son verre, sa première production, un single malt. Il ne lui manque plus qu'1 an d'élevage pour porter le nom de whisky. S'il est encore novice, Éric joue déjà avec les goûts grâce à un alambic unique au monde qui distille à basse température. On fait baisser la pression, ça permet au liquide de bouillir. Et ça va permettre vraiment de cette cuisson, un peu comme de la cuisson lente, de la cuisson four, de la cuisson vapeur, de faire quelque chose d'assez fin, de plein de rondeur. Et de récupérer des arômes très très proches de la céréale. Comme lui, ils sont une trentaine à avoir commencé à distiller ces dernières années. Un chiffre qui porte à plus de 60 le nombre de distilleries dans l'Hexagone. Le but, un whisky original, 100% français. La définition de whisky français, c'est un whisky qui va être brassé, fermenté, distillé et vieilli en France. Donc de regrouper toutes ces étapes, qui sont des étapes clés, pour avoir un produit vraiment fabriqué en France. Les pionniers de cette démarche, ce sont eux. Warenghem distille depuis 1983. Et en 35 ans, beaucoup de choses ont changé. Le whisky breton a notamment obtenu une indication géographique protégée. Très clairement, hein, avant 2010, le whisky breton, c'est une idée absurde. Et dans la tête des gens, c'est une idée absurde. Au tout début, on s'est complètement adapté au marché. Le marché, c'était 95% de blend vendus en grande distribution. On a fait un blend pour la grande distribution. Clairement, c'était ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, les distilleries ne cessent d'innover. Assemblage, méthode, mais aussi choix des fûts utilisés pour l'élevage du whisky. Résultat, une impressionnante diversité de goûts liée à une tradition bien française, le vin. Là, on a des fûts de vin de Franche-Comté, parce que c'est un whisky de Franche-Comté, vin de paille, vin jaune. Ici, c'est un whisky qui est assemblé à Cognac, on est plutôt dans des fûts de vin de Sauternes. En haut, des fûts de vin blanc. Bon, voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le savoir-faire du whisky de France s'appuie évidemment sur le savoir-faire de la tonnellerie et des vignerons français. Et ça, c'est évidemment très intéressant. Pour ces whiskies, le marché reste à conquérir. C'est le spiritueux préféré des Français et de loin, mais pour l'instant, moins de 1% des 200 millions de bouteilles bues chaque année dans l'Hexagone y sont produites. L'actualité en bref avec Thibaut Bastide. La fessée bientôt interdite. Ce vendredi, les députés ont voté la proposition de loi contre les violences éducatives ordinaires, à savoir la fessée et la gifle. Seule la députée Emmanuelle Ménard a voté contre. Ce texte à la portée largement symbolique doit encore être ratifié par le Sénat. Il s'inscrit dans une volonté plus large de l'État de régir toujours plus la vie des Français. Benoît Kénodé, mis en examen pour trahison. Le haut fonctionnaire administrateur du Sénat est soupçonné d'avoir divulgué des informations confidentielles à une puissance étrangère, en l'occurrence la Corée du Nord. Après 4 jours de garde à vue, il a été placé sous contrôle judiciaire, assorti notamment de l'interdiction de quitter le territoire, d'interdiction de contact et de l'interdiction d'exercer sa profession. Une affaire pour le moins étrange, tant ce haut fonctionnaire n'était pas en activité à un poste sensible. Le déballage public de son arrestation et des accusations est également inédite. L'appareil judiciaire valide la cession de Cimagdo à Marseille. Jeudi, le tribunal de grande instance de la cité phocéenne a débouté le comité d'entreprise de l'ensemble de ses demandes, notamment car elles porteraient une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté fondamentale d'entreprendre. Les salariés réclamaient l'annulation d'un projet de cession de 6 restaurants dont 5 ont déjà été vendus à une autre franchise. Le 6e devait devenir un restaurant asiatique halal, mais la cession n'a pas été menée à son terme. La Turquie fait un pied de nez à Washington. Jeudi, à Ankara, la rue dans laquelle sera située l'ambassade américaine a été renommée rue Malcolm X. Les panneaux portant le nouveau nom ont été installés jeudi matin suivant une décision du conseil municipal datant du mois dernier. La nouvelle ambassade, dont les travaux doivent s'achever en 2020, était jusqu'à présent située sur la rue 1478. Malcolm X kim olduğunu biliyorum. Siyahi ve Müslüman olan Amerikalı bir siyasetçimizdir. Sokağın bu ismi almasına memnunum. Fakat şunu söylemek istiyorum. O zaman sadece Malcolm X değil, dünyada ve Türkiye'deki bütün kahramanların isimleri bütün sokaklara verilsin. Bir mahalle sakini olarak bu sokağın isminin bu şekilde değiştirilmesi bizleri bu açıdan çok memnun etmiştir.
Malcolm X'i bilmeyenimiz yoktur biliyorsunuz. Müslüman bir siyasetçidir. O yüzden çok yerinde bir karar olmuş. N'Golo Kanté est plus taxé qu'Amazon et Starbucks réunis. Le footballeur de nationalité française du club londonien de Chelsea est sur le point de payer plus d'impôts que les firmes Amazon et Starbucks en Angleterre. Après avoir prolongé son contrat, N'Golo Kanté devrait payer un montant de 7,5 millions d'euros pour régler ses impôts. Quant à Amazon, l'entreprise devrait débourser 1,9 million d'euros alors qu'elle fait des profits s'élevant jusqu'à 89 millions d'euros par an. Les JO d'hiver ne font plus recette. Mercredi à Tokyo, elles n'étaient que 2 délégations à présenter une candidature aux Jeux Olympiques d'hiver 2026, Stockholm et Milan. 2 survivants alors qu'ils étaient 7 candidats initialement. Après les budgets démentiels de Sochi 2014, Pyeongchang 2018 et Pékin 2022, l'obsession du Comité international olympique est de pouvoir afficher des budgets d'organisation moins importants et d'en finir avec les éléphants blancs, ces installations construites pour les JO et qui tombent en décrépitude. Découverte de 8 momies en Égypte. Mercredi, le ministère des Antiquités en Égypte a annoncé avoir mis la main sur 8 sarcophages datant de l'Égypte antique au sud du Caire. Cette découverte intègre l'ambitieux projet Scan Pyramids. Selon le ministère, ces momies seront exposées prochainement dans les futurs musées de Hurghada et Sharm el-Sheikh, 2 cités balnéaires prisées des touristes au bord de la mer Rouge, dans l'est du pays. Décrocher la Lune, c'est possible. La maison Sotheby's met en vente des échantillons de roches lunaires prélevés lors de la mission soviétique non habitée Luna 16 en 1970. Vendus une première fois 442 500 $ en 1993. Ils sont désormais estimés entre 700 000 et 1 million de dollars par la maison d'enchères. When you really think about the true cost, not just in terms of money and building the equipment, but human lives. I mean, many lives were lost attempting to get up there. When you really think about the symbolism of that, the value is far greater than any dollar amount somebody would pay for it at auction. Les licornes ont bien existé. Une récente analyse de l'ADN de la licorne de Sibérie confirme aujourd'hui que cet animal ne s'est pas éteint il y a 200 000 ans comme on le suggérait, mais il y a environ 30 000 ans. Pour vous faire une idée, imaginez un animal de 2 mètres de haut pour 4,5 mètres de long et environ 4 tonnes, aux allures de rhinocéros avec une corne crânienne d'environ 1,5 mètre de long. La licorne de Sibérie aurait ainsi côtoyé l'homme. Objectif Tour de France pour Romain Bardet. Le coureur cycliste français d'AG2R La Mondiale l'a confirmé lors d'un stage de son équipe à Vaujany dans l'Isère. Romain Bardet a choisi de privilégier une fois encore la plus grande course du monde au détriment du Giro qu'il avait envisagé dans un premier temps de courir. Oui, mais tout simplement en regardant les parcours, le Tour de France et la course en 2019 qui est le plus adapté à mes caractéristiques et à celles de l'équipe. Donc ce sera une nouvelle fois mon grand objectif de la saison. C'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une. La France des ronds-points et des péages. Et ce soir, retrouvez Immédiat. Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent l'accusation des médias contre l'ultra-droite, l'animosité des gilets jaunes à l'encontre des journalistes et les attaques des médias étrangers contre Emmanuel Macron. Également au programme Bistro Liberté. Macron, c'était le candidat des ballons roses. Des meetings joyeux, des meetings heureux, là, avec Castaner qui sautille, tout ça. C'était le candidat de la win, hein, c'était le loup de Wall Street, le candidat de la win économique. Il arrivait, il disait, mais Martial, vous voulez une Twingo, vous aurez 2 Twingo. Il arrivait, il disait, mais Caroline, vous voulez le iPhone 9, vous aurez le iPhone 10. Et là, tout le monde, ouais. Bon, c'était ça. Absolument. C'était ça, Macron. Et d'un coup, quelqu'un a éteint la lumière. Samedi dès midi, retrouvez un nouveau numéro du Samedi Politique. Élise Blaise reçoit la journaliste et éditorialiste Charlotte Dornella pour parler de la révolte des Gilets jaunes qui se poursuit toujours dans la plus grande incompréhension de la classe politique. On passe dans une phase où effectivement les plus énervés sont ceux qui n'ont plus rien à perdre. Or, une partie de la population qui n'a plus rien à perdre, c'est toujours très difficile. La réponse du gouvernement est particulièrement déconnectée. C'est la peste brune qui a manifesté. L'ultra-droite s'est mobilisée, est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Élysées. Je pense que c'est un peu un piège de demander en permanence aux Gilets jaunes d'avoir des revendications très précises au bout de 3 jours, de se nommer des représentants, puisqu'il y a un côté révolte populaire qui est confus et c'est à mon avis la force du mouvement.
Et dimanche, Jean-Pierre Megendre vous donne rendez-vous dans un Terre de Mission avec Michel Degégère, le directeur de la rédaction des hors-séries du Figaro. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Je peux me tromper, mais pas de beaucoup. Ça, c'est la phrase favorite de Gustave Aubard, et c'est celle qu'il a prononcée au début du mois d'octobre, ici même, quand il m'a parlé du général de Villiers. Or, il se trouve que quand on en a reparlé récemment, il y avait justement un jeune capitaine de l'armée avec nous qui attendait quelqu'un du camp militaire voisin, parce que sa voiture était en panne. Le jeune militaire n'a pas parlé beaucoup, les gens de l'armée en général sont assez taiseux en ce moment, mais il a beaucoup prêté l'oreille quand quelqu'un, moi en fait, a fait observer que Gustave avait eu le nez creux en nous parlant début octobre du général de Villiers, parce que justement, bizarre coïncidence, ce personnage avait été invité chez Ruquier pour parler d'un livre qu'il avait écrit, et que quand quelqu'un est invité chez Ruquier, c'est soit pour y subir une humiliation, des sarcasmes et un charcutage au montage, soit donc une tentative d'assassinat médiatique, soit au contraire pour être mis en selle par le système qui lui cire les pompes, les bottes en l'occurrence, parce qu'on a besoin de lui, parce qu'on songe à lui pour quelque chose de précis. Et donc, l'idée de Gustave, qui a toujours un coup d'avance, c'était de nous dire « Oui, j'ai l'impression que mon intuition était juste quand je vous ai dit que le général de Villiers avait un boulevard dans l'opinion. Je ne pensais pas avoir raison si vite. Et certainement lui non plus. » Le type se dispute avec Macron pratiquement le jour de l'investiture et le petit caporal là, lui dit « c'est comme ça, c'est pas autrement ». Donc il lui répond bah, « c'est comme vous voulez, mais c'est sans moi ». Donc Macron passe 3 heures à essayer de le convaincre de rester parce qu'il a compris que c'est sa première faute, ce gros caprice qu'il a fait devant un galonnet après avoir descendu les Champs-Élysées dans une voiture de commandement alors qu'il n'a pas fait son service. Alors dès ce premier jour, d'après la façon dont le type, le général là, est parti, tu avais, me dit Gustave, l'intuition qu'il pouvait revenir quand le petit se serait planté. Et là, paf, hasard providentiel, le jour même où la France est couverte de gilets jaunes en pleine jacquerie, le jour où ça chauffe dans toutes les campagnes, où on commence à se dire « il ne faudrait pas que les routiers s'y mettent », avec les dépôts de carburant et tout ça, à la télé, le soir, qu'est-ce que tu vois? Tu vois notre chef d'état-major avec son sourire de Muppet Show, là, qui vient répondre avec un air placide, dans la pire émission nationale inféodée au pouvoir, celle qui fait et qui défait les réputations en fonction de ce qui arrange l'oligarchie, et tu te dis, tiens, il sort sous les applaudissements, et c'est pas coupé au montage. Et là, tu te souviens que la même semaine, il a été reçu à toute allure pour dire la même chose. Je sais ce que c'est que le commandement, je sais ce qu'il faudrait faire. Il a été reçu dans toutes les pires émissions, celles qui sont connues pour être dans la main des vrais décideurs, ceux qu'on ne voit jamais, le journal de France Inter, le quart d'heure de Madame Elkrief, et là, pof, notre général est traité comme un sage, comme un médecin qui vient émettre son diagnostic. Et là, tu te souviens que le type est couvert de médailles dont la moitié lui a été décernée par l'OTAN, et qu'il touche je ne sais combien pour donner des cours au Boston Consulting Group, un club de réflexion complètement atlantiste, et tu te dis, un type qui est proche de la retraite, qui a été chef d'état-major, pourquoi va-t-il se mélanger à ceux qui décident pour nous au nom des intérêts économiques et stratégiques de l'OTAN? Eh bien, je vais te le dire, m'a dit Gustave, et là, quand Gustave prend son ton à la Pagnol, on est sûr de voir surgir une énormité. Il m'a dit, parce que c'est un mulet. Alors aussitôt, j'ai regardé le jeune militaire parce que j'ai craint que cet affront ne le fasse réagir et parce qu'il avait l'air très attentif quand même depuis le début. Gustave m'a dit, tu sais, en Formule 1, quand un pilote casse sa voiture pendant les essais et qu'on n'a pas le temps de la réparer avant le Grand Prix, eh ben, il prend la voiture de secours qu'on appelle un mulet. Et il fait la course quand même. Et ben là, c'est pareil pour le système, pour les banquiers, les financiers, les stratèges, là, tous américains, tous mouillés dans les affaires avec des holdings et des vendeurs d'armes. Pour tous ces gens-là, le général de Villiers, c'est le mulet. C'est celui qui te permet de rester dans la course, même si l'opinion passe à droite. Faut pas croire, mais les gens qui font de l'argent, ceux qui travaillent pour l'Empire américain, ont un cheval dans chaque écurie. Et là, ils sont en train de brosser le cheval du box de droite. Je lui ai fait observer, toujours en regardant l'autre jeune militaire, là, dont le copain venait d'arriver pour le prendre en voiture, que cheval de secours, c'était quand même mieux que mulet. Et Gustave a dit, le problème, c'est qu'en ce moment, on ressent l'urgence d'un retour à l'ordre. Et quand tu dis retour à l'ordre, dans un cas sur deux, c'est retour à l'ordre qu'il y avait avant. Parce que les gens croient toujours qu'il n'y a qu'une seule solution à un problème donné.
C'est vrai quand le problème est mal posé, par exemple quand tu veux une voiture en acier qui consomme moins de 5 litres et qui va à 100 à l'heure, l'équation de pénétration dans l'air étant la même, toutes les voitures auront la même gueule. Mais si tu décides de changer tous les paramètres sauf la vitesse, tu peux redessiner des roues, tu peux mettre une carrosserie en alu ou en plastique, tu peux changer d'énergie, tu es libre de tout inventer. Eh bien, en politique, c'est pareil, enfin c'est pas pareil, on n'est plus libre de tout inventer. Le libéralisme, c'est que toutes les voitures ont la même gueule et tous les dirigeants aussi. Le général de Villiers remettra sans doute de l'ordre, mais il fera ce qu'on lui dira en somme. Eh bien, le jeune soldat silencieux, là, a dit dans l'armée, il est très écouté. Et puis il est parti là-dessus. Il nous a laissé là-dessus. Du coup, moi aussi, je vous laisse là-dessus. Abonnez-vous, merci.